Bonjour à tous. Merci d'être présents à nos côtés, en face de nous, je ne sais pas. Pour cette table ronde donc, sur la cyber de confiance ou la confiance cyber et les réglementations, les nombreuses réglementations dans lesquelles... Ah, je suis toujours là? Ok, je suis toujours là. Dans lequel on finit parfois par se perdre ou se noyer, apparemment. Autour de cette table, je vais laisser chacun se présenter, ça sera beaucoup mieux, hein, comme ça. Marc, voilà, présente-toi un petit peu, dis ce que tu fais et pourquoi tu es là. Bonjour à tous. Je vais éloigner un peu l'esquimau. Bonjour à toutes et tous. Marc Botorel, donc alors j'ai plein de casquettes, mais je suis ici au titre de référent national cybersécurité de la CPME au sein de la commission numérique nationale et innovation. On s'est renommé récemment. En parallèle de ça, je suis au conseil d'administration de Cybermalveillance GouVFR, puisque la CPME est un des membres fondateurs du GIP. Et j'ai toujours une activité, je dis ça parce que je suis en cumul emploi-retraite, toujours une activité sur les cyber, sur la formation, l'accompagnement des entreprises. Et je suis un des cofondateurs d'une ESN qui est au campus cyber, qui s'appelle Quorum Securnium. On a voulu regrouper dans le capital 60 sociétés françaises qui font que de la cybersécurité. Et puis je suis réserviste à l'unité nationale cyber. On aura les gens de la gendarmerie sur la table ronde d'après. Bonjour à tous. Oui, pardon. J'ai vu de la lumière, donc je suis arrivé. On m'a dit monte sur scène et puis trouve un fauteuil. Non, plus sérieusement, Philippe Platon. Je suis député de la première circonscription de la Vendée et président de la commission spéciale Résilience, qui a pour objectif de transposer les 3 directives européennes DORA, NIS2 et REC, pour lesquelles nous attendons un go du gouvernement, mais on aura certainement l'occasion d'en parler. Christian Davio, je suis président d'une petite société de conseil, mais si je suis là, c'est que j'ai été pendant 11 ans conseiller stratégique du directeur général de l'ANSSI, depuis sa création jusqu'à 2020. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Lémonnery, je suis président du CERT Aviation France et directeur de la cybersécurité pour les compagnies aériennes Air France et KLM. Voilà. Et donc, je suis Stéphane Darget. Donc, moi, je m'occupe d'un média qui s'appelle CyberRun et puis d'un projet collaboratif qui s'appelle 42K.io, qui est un référentiel en fait des produits et services cyber, dont l'objectif en fait est de mesurer les risques portés par les solutions cyber elles-mêmes. Donc, une autre façon de parler de confiance et de souveraineté. Voilà. On va commencer cette table ronde en peut-être faisant un petit état des lieux des réglementations. Hein, et puis ensuite, on s'intéressera peut-être plus au mot confiance, justement, et à la partie cyber. Mais peut-être commencer par les réglementations. Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous refaire un petit tour rapide des différentes réglementations et puis on ira après justement sur le côté où on en est de leur mise en service, on va dire. Alors, merci de me donner ce rôle. Je le passerai sans doute ici à mes collègues. Dans le secteur de l'aérien, il y a une réglementation très importante qui s'appelle l'EASA Partie S. C'est la cybersécurité au service de la sécurité des vols. Ensuite, il y a une réglementation qui concerne la sûreté de l'aviation, qui prend aussi en compte la sécurité de l'information. Bien sûr, il y a la NIS2 qui s'applique, puisqu'on est opérateur essentiel. Il y a la loi de programmation militaire pour les acteurs qui sont opérateurs d'importance vitale. Il y a GDPR, donc la privacy, données personnelles. Et puis, je vais passer le micro à mon collègue pour continuer la liste. Sinon, il n'y a que moi qui vais parler, donc je préfère passer la parole. Non, moi, je passe. Alors, je ne sais pas ce que c'est que NIS2, puisque le texte aurait dû être adopté en France depuis octobre 2024, si je ne m'abuse. La Commission a déjà travaillé sur déjà en train de travailler sur NIS 3 et aussi apporter NIS 3 qui sera un règlement sûrement, et d'apporter des modifications à NIS 2. Et nous-mêmes, nous n'avons toujours pas ce texte. Alors sans doute Philippe Platon en parlera mieux que moi pour les raisons de cette absence de texte. Au cas où vous n'auriez pas compris, hein, Christian, c'est le bad cop hein, de la table ronde.
Bon, bah, donc j'y vais, je m'y colle. D'abord, première chose, je suis d'accord sur le fait de mettre la RGPD ou le GDPR dans le cadre cybersécurité. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la sanction Free d'il y a 10 jours, qui est la première sanction de la CNIL, uniquement basée sur la cybersécurité en application du RGPD. Ça préfigure un peu NIS 2, quoi qu'on en pense. Voilà. Et pour faire un peu de teasing, je pense que demain, ça serait intéressant que vous regardiez ce qui va être publié. Il y a des petites choses qui pourraient arriver demain qui pourraient vous intéresser. Où est-ce qu'on en est au sujet de Free, c'est ça? Non, au sujet voilà, surveiller le site de la CNIL demain. Voilà, je vous le dis comme ça. Ça pourrait vous intéresser. Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau là aussi. Et puis, on pourra peut-être en reparler sur la position de la CNIL sur le sujet de la cybersécurité. Sur NIS 2, effectivement, je suis très, très inquiet parce que, effectivement, le texte n'est pas transposé en droit français. Il aurait dû l'être depuis octobre 2024, ce qui veut donc dire que la directive n'étant pas transposée, elle s'applique néanmoins. Alors, elle s'applique pour partie parce qu'on a bien un certain nombre d'obligations qui sont comprises dans la directive, mais qui ne sont pas forcément toutes expliquées par des référentiels, et notamment le référentiel de l'ANSSI. Mais il faut se dire que la directive s'applique depuis octobre 2024. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer au gouvernement, c'est qu'on est très en retard sur l'application et que donc on pourrait être sous sanction de la Commission européenne pour ne pas avoir transposé dans les temps, parce que ce n'est pas simplement quelques semaines ou quelques mois de retard, c'est maintenant ça se compte en années. En plus, avec une volonté très claire du gouvernement de ne pas transposer avant avril ou mai, parce qu'ils veulent d'abord s'occuper du chiffrement de bout en bout avant de transposer NIS 2, puisque dans le texte de NIS 2, il y a un amendement qui touche au chiffrement de bout en bout, et que la DGSI, notamment, pour la nommer, comme ça c'est fait, et j'assume ce que je dis là devant vous, la DGSI ne veut pas entendre parler de ne pas porter atteinte au chiffrement. Ils ont envie de pouvoir regarder tout ce qui se passe dans le cadre des télécommunications et dans le cadre des échanges électroniques, y compris sur les plateformes de type Signal, Telegram ou autres. Et donc, ils ne veulent pas qu'on puisse transposer le texte avec l'article 16 bis tel qu'il est aujourd'hui, qui pourtant fait unanimité entre le Sénat et l'Assemblée. Donc, bon, on va en rediscuter. Le 16 bis, c'est l'interdiction de porter atteinte au chiffrement en termes de cybersécurité. Et puis, j'essaie de convaincre aussi le gouvernement que sur la prochaine grosse fuite de données qui touchera soit l'État, soit une entité proche de l'État, c'est-à-dire un GIP ou quelque chose de ce style-là, le fait de ne pas avoir rempli ses obligations de protection pourrait rendre l'État responsable de cette fuite, et que donc il pourrait y avoir une faute de la part de l'État du fait de la carence de transposition. Et dans ces cas-là, ça ouvre le droit à des indemnisations. Et donc, j'essaie de leur faire valoir qu'une indemnisation de 150 ou 200 euros par personne ayant une fuite de données, mais qui se compte en millions, ça commence à représenter des montants importants. Et dans le cadre du budget et de l'ascétisme budgétaire dont nous devons faire preuve, le fait de perdre 250 ou 300 millions ou 500 millions, ça fait un peu tâche sur le tableau, donc on essaie de le faire comme ça. C'est pas facile, hein, voilà. Sur DORA, c'est pas vraiment de la transposition, c'est de l'adaptation du droit français. DORA s'applique et quasiment s'applique déjà de façon quasi intégrale. Sur REC, là aussi, on est plutôt sur de la gestion de définition plutôt que sur de la réelle transposition, ce qui veut dire que l'esprit de REC existe et donc il n'y a pas de sujet particulier. Et puis oui, vous avez raison, l'Union travaille sur la suite de NIS 2 et donc réfléchit déjà à NIS 3, a compris qu'une directive, ça posait un problème de transposition, donc est en train de réfléchir plutôt à un règlement, comme ça on évitera les atermoiements des États qui ne veulent pas les mettre en place rapidement. Et puis, le fait de passer par un règlement, ça évitera ce qu'on essaie de faire à l'Assemblée et au Sénat, parce qu'on est très alignés sur le sujet, c'est d'éviter d'avoir du droit franco-français qui est totalement différent du droit belge, du droit allemand, du droit espagnol, où l'ANSSI veut absolument avoir son propre référentiel qui ne fait pas référence à des normes internationales de type ISO, mais aussi aux travaux de l'ENISA. Et pourtant, l'ENISA fait partie des organismes qui doivent proposer des schémas de cybersécurité que nous devrions reprendre en droit français et que l'ANSSI ne veut pas, en l'état actuel, reprendre. Donc on a une petite divergence de vue avec l'ANSSI, mais ce qui tombe bien, c'est que, vu la situation de l'Assemblée et du Sénat, c'est in fine, comme l'a dit le Premier ministre, je propose, vous discutez, nous discutons, et vous déciderez, vous parlementaires. On va essayer de faire en sorte que ça soit à l'ordre du jour pour décider avec les sénateurs.
texte qui fait l'objet d'aucune polémique politicienne. C'est quand même assez rare pour le dire. Ça a été voté en commission et en hémicycle en Sénat à l'unanimité. Ça a été voté en commission spéciale pendant l'été 2025 à l'unanimité de tous les groupes politiques présents en commission à l'Assemblée. Il n'y a pas de raison d'en faire un objet politique. Il faut qu'on applique le texte et qu'on avance. Merci Philippe. Tu as bouffé ton temps de parole, hein, parce que je crois qu'on avait un quart d'heure chacun. Ouais, alors je m'étais fait une petite liste aussi pour reprendre ça. Alors je vais reprendre aussi historiquement, je me rappelle quand on avait fêté les 10 ans de l'ANSSI, et dans le propos liminaire de Guillaume Poupard, à l'époque le secrétaire, enfin le patron de l'ANSSI, on parlait du RGPD uniquement. Et il avait été très clair en disant, soyez-en sûrs, le RGPD c'est la première pierre d'un édifice de cybersécurité. Et on n'y coupe pas. Donc j'ai fait une petite liste. En tout cas, j'ai repris une liste, j'ai rien fait. Hein. C'est je en reparlerai un petit peu après, la Fédération française de cybersécurité qui l'a fait, que tu connais. Donc le RGPD, on en a parlé. Il y a le DSA, Digital Service Act, le Digital Market Act, NIS 2, bien évidemment, on en a parlé, on en reparlera, DORA, le Cyber Resilient Act, qui va peut-être arriver à un moment donné, parce que ça va être aussi une pierre de l'édifice de NIS 2. On ne peut que s'appuyer sur des briques technologiques qui sont elles-mêmes, on va dire, sécurisantes. L'IA Act, qui va aussi venir en dessus, le e-privacy, et j'en oublie très certainement. Aujourd'hui, et je veux reprendre un point qu'on a vu ce matin, parce qu'on a été en réunion avec l'ANSSI sur le sujet NIS 2 et certification NIS 2. Et on disait déjà à l'ANSSI qu'aujourd'hui, il y a des donneurs d'ordre qui demandent à leurs sous-traitants de leur prouver une conformité à NIS 2. Et nous, nos adhérents CPME, nos petites entreprises, nos TPE-PME, sont bien embarrassés puisque c'est toujours pas voté. Mais pour autant, ça les prive de marché parce qu'on leur demande d'être conforme à un texte qui n'est toujours pas voté. Oui, non, mais là-dessus, pas trop long. Non, mais pas trop long, mais il y a pas de, enfin, c'est un véritable problème, c'est qu'on demande, parce que la directive est applicable, les grandes entreprises qui, elles, sont conformes à NIS 2 par principe, parce qu'elles étaient déjà REC, pour un certain nombre d'entre elles, DORA, qui est un spin-off de NIS 2 spécialement pour la partie financière, l'applique déjà. Et comme dans NIS 2, il y a la notion de chaîne de sous-traitance, ils demandent à leurs sous-traitants de rang 1 et de rang 2 d'appliquer NIS 2 parce qu'eux sont conformes, mais les sous-traitants ne le sont pas. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on accélère pour qu'on ait et le texte législatif et ensuite le texte réglementaire de l'ANSSI pour pouvoir appliquer le fameux référentiel. Juste deux autres textes qu'il ne faut pas oublier. Certains pays à l'étranger ont des lois extraterritoriales. On connaît tous le Cloud Act et le FISA. Il faut aussi prendre en compte ce type de texte quand on a des activités qui sont concernées par ces lois étrangères. Tout à fait. Est-ce que, justement, comment est-ce qu'on pourrait rendre plus lisible en fait, toutes ces législations et c'est quoi, en fait, c'est quoi le problème finalement de ces législations ? Alors, en fait, c'est vrai que le sujet dont on parle, il fait presque aussi peur que les cyberattaques elles-mêmes. La complexité, la superposition de tous ces textes réglementaires. Et dans le secteur aérien, le mien, on a la chance d'avoir une autorité compétente qui est la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, qui a fait un document qui est un socle, qui est notre boussole en cybersécurité pour le secteur aérien, s'appelle le cadre de conformité Cyber France, le 3CF. Et l'intérêt de ce document, qui a été fait avec nous, avec les industriels de l'aérien, c'est qu'il met différents textes les uns à côté des autres et il pointe les contrôles qui sont en commun. Et donc, si on est conforme sur une ligne, on est conforme à tous les textes qui demandent la même chose sur cette ligne. Pour l'instant, il y a deux textes qui est la sécurité des vols et la sûreté. Et on espère continuer à travailler pour aligner ensuite tous ces textes réglementaires les uns à côté des autres et avoir une matrice de conformité qui devient un outil actionnable. Parce que du coup, on a une liste de choses à faire et pas 30 000 points d'attention différents. Donc ça, c'est un élément très important. Et c'est vraiment, je remercie la DGAC d'avoir produit ce guide qui évolue chaque année. On est dans la version 3 actuellement du 3CF. Alors, il y a l'autre marque qui... Ah. Non mais vous précipitez pas tous, je vais vous donner la parole, vous inquiétez pas. Tu t'appelles Marc? Ouais, je sais plus, c'était quoi la question déjà, j'ai oublié un truc. Ouais, mais non, mais j'écoute. Rendre plus lisible les législations. Oui, rendre plus lisible. Déjà, première chose, si vous n'êtes pas au courant, on nous a soumis ce qu'on appelle un omnibus. Alors, ça n'a rien à voir avec les trains ou les avions.
Mais l'Europe s'est aperçue qu'à un moment donné, il fallait un peu simplifier tout ça. Donc on a reçu ça à l'automne, nous, fédération, enfin syndicat patronal. Et il y a des efforts de simplification. C'est la première chose. La deuxième point qui a été repris, pardon. Non, oui, tu pourras commenter après. Le deuxième point, c'est qu'on a voulu, là aussi, un certain nombre d'entre nous, et à l'initiative, je les remercie d'ailleurs d'Orange Cyberdéfense, on a voulu se démarquer peut-être de cela en ayant une approche un peu pragmatique et opérationnelle. Et on a travaillé sur une spec AFNOR. On était très nombreux. D'ailleurs, Boot Aerospace a largement participé à cette spec AFNOR. En fait, l'idée de cette spec, c'était avoir un cadre de référence qui permette de protéger les PME de 80% des attaques. On ne pourra jamais bloquer 100% des attaques, c'est clair. Et là où on est très content, d'une certaine manière, c'est que l'ANSSI s'en est emparé pour l'incorporer dans sa réflexion côté NIS 2. Alors, pas nécessairement pour les assujettis, parce que là, il y a un cadre de référence qui a été établi par l'ANSSI, mais plutôt pour la chaîne de sous-traitance de ces PME assujettis qui pourront leur demander d'être, on va dire, de respecter ce cadre de référence qui est ni plus ni moins qu'un mix entre ce qu'on trouvait déjà à l'ANSSI avec comment ça s'appelle, pardon, 42 recettes, non? Non, pas les 42, parce que ça faisait beaucoup. Mais on a repris le travail de Boot Aerospace. On a repris également, on voulait être conforme à ce qui se trouve dans l'outil de Diag, de l'ANSSI. Bref, et on s'est inspiré également du modèle belge à plusieurs niveaux. Et donc l'ANSSI a repris ça, entre guillemets, à son compte pour l'intégrer dans le cadre général de NIS 2, notamment pour les sous-traitants des assujettis qui, eux, n'auront pas cette obligation d'être assujettis. Et là, on est sur vraiment un cadre opérationnel. Oui, juste, si vous ne connaissez pas ce qu'ont fait nos amis belges au sujet de NIS 2, allez voir, c'est extrêmement intéressant, quoi. Oui, je crois. Il faut aussi noter qu'on a un problème spécifique en France. On est probablement le seul pays européen à ne pas avoir de stratégie en matière numérique et donc en matière de cybersécurité. Le gouvernement... Vous avez dit que c'était le bad cop. Oui, je joue mon rôle de méchant. Les gouvernements successifs, après le premier gouvernement d'Édouard Philippe, ne se préoccupent pas du tout de numérique ou sur des sujets marginaux. On va interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, on va obliger de déclarer son identité, etc., etc. Mais sur les questions, on va essayer de casser la confidentialité des échanges électroniques, pas forcément en touchant au chiffrement, d'ailleurs, au passage. Il y a d'autres techniques. Voilà. Mais il n'y a pas de stratégie en matière numérique. Il n'y a pas non plus de stratégie en matière de sécurité, de cybersécurité. Elle a été annoncée devant des commissions parlementaires depuis un certain temps. Alors, mon petit doigt m'a dit qu'elle sera publiée demain. Mais voilà. Oui, moi, on m'a dit demain. C'est demain. Voilà. Mais heureusement, la CNIL va faire une offre, une communication encore plus importante. Mais notre problème, c'est de ne pas avoir de vision. Donc, pour avoir une réglementation lisible, il faut déjà savoir où on va. Et pour les entreprises françaises, dans mon esprit, c'est pas clair du tout, parce que les acteurs eux-mêmes ne sont pas clairs. Quand vous regardez la manière dont évolue l'ANSSI, ou par exemple son choix un peu ridicule d'avoir un référentiel franco-français à imposer aux entreprises soumises à NIS 2, eh bien, c'est une spécificité française qui va coûter aux entreprises françaises, en plus du reste, alors qu'il y a des pays qui ont fait l'effort de trouver un référentiel commun. Donc, autre exemple, l'ANSSI propose, d'ailleurs c'est dans ce salon, un laboratoire d'innovation avec mes services cyber qui fait directement concurrence au privé. Bon, donc il y a des opérateurs français comme l'ANSSI qui savent plus très bien où ils en sont et comme ils n'ont pas de stratégie, eh bien, ils ne peuvent pas rendre les choses lisibles parce qu'eux-mêmes ne savent pas où ils veulent emmener les entreprises en matière de cybersécurité. Autre exemple, la directive ne prévoit pas de soumettre à NIS 2 les collectivités territoriales. Eh bien, l'ANSSI a fait le choix de soumettre ces collectivités territoriales à NIS 2. Mais comme dans le texte, il n'y a pas de sanction, eh bien, les collectivités territoriales pourront tout simplement, enfin ce serait stupide hein, entre nous, mais pourraient ne pas appliquer NIS 2, il n'y a pas de sanction, donc il n'y aura aucune conséquence. Donc il y a un problème de vision dans notre pays qui n'est pas partagé, et heureusement d'autres pays ont une vision. Alors il y a en revanche, la Commission européenne, plus exactement, a une vision. Et il était question de l'omnibus à l'instant, du digital omnibus. Il y a une mesure, moi, qui me terrifie dans ce digital omnibus, c'est le point d'entrée unique pour la déclaration d'incident, qui serait évidemment à l'ENISA. Ça pose une question de souveraineté. Alors, je ne parle pas pour les ransomware, des choses comme ça, encore que d'ailleurs, mais pour des questions d'espionnage ou autres, le fait de devoir déclarer non plus à l'ANSSI ou à d'autres en France, mais de déclarer
à l'ENISA une attaque informatique peut avoir des retombées en matière de souveraineté. Donc vous voyez que comme il n'y a pas de vision française, la France n'influe plus en matière, enfin, ou influe moins, disons, soyons pas caricatural quand même, influe moins en matière internationale et notamment au niveau européen. Et donc, ça peut avoir des conséquences graves aussi en matière de souveraineté. Alors, je confirme que l'annonce de la stratégie sera faite demain à Bordeaux par la ministre en charge du numérique. C'est demain avec l'ANSSI. Elle n'a pas compétence, mais c'est elle qui est en charge du texte Nice 2. Et elle a été rapporteur du texte pour une part, enfin co-rapporteur du texte sur une partie. Donc, Pardon Philippe, je vous invite à lire son décret d'attribution. Il n'y a rien dedans. Donc, elle a dit, non mais c'est affligeant en fait, c'est affligeant. Elle a donné ses priorités, que je comprends, notamment la protection de l'enfance et tout ça. Rien dans son décret d'attribution ne lui permet d'avoir un quelconque levier pour ça. Et sur la cybersécurité, elle n'a pas compétence en fait, puisque l'ANSSI dépend du Premier ministre et ne dépend pas de Bercy, heureusement d'ailleurs. Et donc en fait, elle intervient parce qu'on veut bien la laisser intervenir. Ça non plus, c'est pas géré. Pardon. Bon, non mais on pourra revenir sur le fait d'avoir un ministre du numérique de plein exercice directement rattaché au Premier ministre avec l'ensemble de la stack, c'est-à-dire de la DINUM jusqu'à l'ANSSI. On pourrait discuter de ça mais bon, en l'état actuel des choses, de toute façon, ça sera annoncé demain. La vraie difficulté, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est peut-être parce que vous avez au CERT Aviation des attaques de très haut niveau. Enfin, le niveau de base aujourd'hui des attaques, il est extraordinairement faible. Quand on regarde ce qui s'est passé pour Pôle emploi, pour France Travail, pour les fédérations, quelles qu'elles soient, pour même le ministère de l'Intérieur. Enfin, désolé, on est au niveau zéro de l'attaque. C'est-à-dire qu'on fantasme sur l'attaque commandée par l'IA. On est simplement pour le ministère de l'Intérieur, des gens qui ont échangé par mail leur identifiant et leur mot de passe. Et comme il n'y a pas de MFA, eh ben, on va aller chercher les informations et on peut les sortir pendant 3 semaines sans que personne ne regarde quoi que ce soit. Il n'y a rien pour mesurer les sorties de données. Enfin, on est dans le minimum du minimum. Et c'est ça que Nice 2 devrait d'abord adresser, parce que c'était ça son esprit au départ. La question de Nice 2 au départ, c'était comment est-ce que je fais remonter le niveau minimum de tout le monde, y compris les organisations publiques, parce que c'est celles qui sont généralement, avec un certain nombre de TPE, PME, les plus en retard sur le sujet. Enfin, il suffit de regarder ce qui s'est passé sur servicepublic.fr il y a quelques jours. C'est parce que la DINUM n'a pas fait en sorte que ubi.fr fonctionne. Enfin, il y a un moment... Il y a un truc, c'est que même la DINUM, quand elle produit des choses, elle ne pense pas à cybersécurité. Or, c'est censé être son rôle. Donc là où je vais vous rejoindre en jouant le rôle de bad cop, la vraie question, c'est est-ce que l'État doit faire ou faire faire? Et aujourd'hui, l'État fait mal, fait avec pas la possibilité de suivre dans le temps, parce qu'il a d'autres missions qui sont greffées par-dessus. Et donc, dans le train de ce qu'il a à faire, il dégrade ce qu'il faisait avant pour faire les nouvelles tâches qu'on lui a demandées, donc il ne le fait pas bien, donc il n'y a pas de maintenance dans le temps. Et dans un contexte budgétaire extraordinairement restreint, je ne vois pas comment est-ce que ça peut fonctionner dans le temps, là aussi. Et donc il faut absolument qu'on arrive à changer de paradigme en France et se dire aussi que ce n'est pas simplement aux entreprises privées qu'on doit adresser de la réglementation, mais à l'État lui-même. Et ça, aujourd'hui, demander, et là je vais jouer encore mon méchant, mais demander à l'État lui-même, c'est-à-dire à des hauts fonctionnaires, de voter une sanction pour les hauts fonctionnaires qui n'appliqueraient pas la loi, c'est un truc qui leur est totalement abscon et qui serait même dangereux pour eux. C'est-à-dire que si on leur dit il faut que vous soyez en capacité d'appliquer la loi, si vous ne l'appliquez pas, il y aura une sanction. C'est nouveau, ça vient de sortir. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai un directeur de CHD, de centre hospitalier, un gros centre hospitalier, qui décide, parce qu'il décide que son budget, il n'en a pas suffisamment, que la cybersécurité, il s'en fout, et qui préfère soigner les gens, ce qui est très bien sur le principe. Il a une grosse attaque. On ne va pas le sanctionner, et on va même lui filer une promotion pour qu'il soit patron d'un CHU, et il va refaire la même connerie. Bon, à un moment, c'est plus acceptable, et nos concitoyens nous disent que c'est plus acceptable. Et c'était ça l'esprit de Nice 2 au départ. C'était pas simplement c'était pas l'idée forcément de mettre une réglementation au-dessus d'une autre. Si, un petit peu, mais pas à ce point-là, pas compliqué à ce point-là, pas avec l'ANSSI qui fait ce qu'elle veut. Et quand Cadic, le sénateur avec qui je partage la présidence de Résilience, a dit en séance, au banc, à l'hémicycle, au perchoir, je ne veux pas d'une sous-transposition législative parce que ça entraînerait une surtransposition administrative. On est exactement là-dedans. Il faut qu'on arrive à trouver le bon niveau de transposition pour éviter que l'ANSSI soit en roue libre et fasse ce qu'elle veut. Et quand je dis l'ANSSI, c'est l'ANSSI, la DINUM et un certain nombre d'autres morceaux de l'État. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui qui nous anime sur Nice 2, c'est d'essayer de faire en sorte que la réglementation soit la plus correcte possible, qu'on fasse une transposition à bon niveau, pas plus, pas moins.
Marc, sur les difficultés pareil d'application. Oui, alors, alors, pas nécessairement difficulté d'application, mais je voulais rebondir là-dessus, puisqu'on a eu cette discussion justement avec l'ANSSI ce matin. N'est-ce pas, Franck? Et on était tous d'accord autour de la table, c'est ça qui est intéressant aussi, enfin tous les acteurs qui étaient présents, que ce soit le CLUSIF, Numéum, il y avait la DGA également, on disait la première marche telle qu'elle est décrite par l'ANSSI est trop haute pour ceux qui partent justement, comme disait Philippe, de zéro. D'où la nécessité d'avoir aussi des étapes intermédiaires. Ça fait des années qu'on prêche les entreprises, ça fait des années que c'est compliqué. Moi, mon bâton de pèlerin, il n'est pas encore complètement usé, mais il se fatigue. Aujourd'hui, il y a un autre point aussi qui est essentiel à prendre en compte, et ça, c'est clairement ce qu'on a. D'abord, comme tu le disais tout à fait, Philippe, ce n'est pas nécessairement la priorité aujourd'hui de nos entreprises. On sait, et notre président de la CPME l'a rappelé dans ses vœux la semaine dernière, on est très content, même si ce n'est pas parfait, d'avoir un budget aujourd'hui parce qu'on donne une visibilité à nos entreprises. Mais quoi qu'il en soit, ça Philippe ne me dira pas le contraire, ça fait depuis le début, donc depuis 3 ans que je travaille là-dessus, depuis que le texte NIS 2 notamment est en gestation, a été voté par l'Europe, on demande une étude d'impact. Parce que nous, on veut savoir pour pouvoir dire à nos entreprises, qu'est-ce que ça va vous coûter? Après, l'autre question, c'est qu'est-ce que ça va vous rapporter? Les PME, j'investis pas pour le plaisir. On l'a jamais eu. Là, j'ai eu quelques chiffres parce que finalement, la Fédération française de cybersécurité, je suis adhérent, a fait une étude. Alors, pour vous donner quelques chiffres, on va aller pour aller rapidement. Une TPE de moins de 10 personnes, budget annuel, 3 à 8 000 euros. Sachant que dans le dernier observatoire de cybermalveillance de cette année, le coût moyen d'investissement sur cette frange d'entreprise, annuellement sur de la cyber, c'est 2 000. Entre 10 et 50, on est en dessous de la jauge de NIS 2, 8 à 25 000 euros annuels. Et sur les boîtes qui vont être concernées, 50 à 250, donc les entités importantes, 25 à 80 000 euros. Est-ce que vous pensez que dans le contexte géopolitique, économique actuel, les boîtes, nos adhérents ont 80 000 euros à mettre dans une mise en conformité pour laquelle ils ne comprennent ni les tenants ni les aboutissants d'un point de vue opérationnel? Je ne suis pas certain. Donc là, c'est ce que j'ai dit ce matin en assemblée, on a un devoir, nous, écosystème de cybersécurité, de porter le message contrario de ce qu'on a fait avec le RGPD, où on l'a toujours présenté sous l'aspect sanctionnel. Attention, si vous n'êtes pas conforme, 2 à 4% du chiffre d'affaires, arrêt des processus de traitement, nanana. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à vendre cette nécessité de se protéger, de protéger son entreprise comme un argument commercial. Et pas uniquement, comme c'est le cas aujourd'hui, de donneur d'ordre qui dit si vous n'êtes pas NIS 2, je ne bosse plus avec vous. Christian, une réaction par rapport à ça et l'organisation de la... Au-delà de la réglementation, quoi? Non, mais dans la réglementation, ce qui m'énerve, c'est que l'ANSSI elle-même s'autocritique. Il y a eu une synthèse des efforts faits pour le plan de relance à l'été dernier, je crois, et l'ANSSI avait choisi quelques entreprises et collectivités qui étaient déjà avancées en matière de cybersécurité, les avait testées, et elle avait constaté que malgré la réglementation, quand elle faisait les premiers tests, le niveau de cybersécurité était nul. Et qu'après avoir investi 100 000 euros et les avoir accompagnés pendant plusieurs mois, le niveau était correct. Donc, alors que pour les entités publiques, il y a déjà le RGS depuis je ne sais combien d'années, pour des administrations, il y a une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État qui n'a jamais été mise à jour au passage par l'ANSSI, bon bref, peu importe, mais il y a un millefeuille de réglementation qui, même si elles sont appliquées, ne font pas de la sécurité, en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'on coche des cases sur du papier qu'on répond, qu'on fait de la cybersécurité, c'est tout. Il y a d'autres méthodes, etc., etc. Donc c'est plutôt en accompagnement des entreprises, en faisant confiance aux prestataires et en s'assurant que les prestataires qui installent un premier système d'information l'installent de manière sécurisée et évolutive. Par exemple, je pense aux petites collectivités, par exemple, plutôt que de dire on va vous imposer une réglementation et vous devez atteindre une marge très élevée, alors que si on avait travaillé avec les prestataires de proximité, on aurait pu s'assurer que le premier système installé était déjà sécurisé.
Hein. Mais l'ANSSI préfère créer des CERT territoriaux, des CERT régionaux, parce qu'une aberration, c'est 2 gus derrière un téléphone aux heures de bureau, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, hein. Mais on appelle ça des CERT, alors qu'un CERT, c'est pas exactement ça, quoi. Donc il y a vraiment un problème de vision et de mise en œuvre. Voilà. Et pour réagir sur ce que dit Christian, et je suis assez d'accord avec lui sur ce qu'il a dit en dernier, la difficulté, enfin le risque, c'est finalement le manque de lisibilité face à une superposition de textes. Or, on sait que la conformité réglementaire ne protège pas une organisation. C'est la maîtrise des risques qui doit le faire. Donc, il faut absolument avoir une lecture de cet empilement réglementaire en regard des risques que l'organisation, TPE, PME, ETI, grand groupe, doit absolument prendre en compte. Et c'est un sujet stratégique de COMEX. Ce n'est pas uniquement un sujet de spécialistes cybersécurité. Ah, moi, j'adore quand tu parles de risque, parce que forcément, pour moi, c'est ça, en fait, la confiance. Parce que on peut voir la confiance, d'ailleurs, dans les deux sens. Hein. Aussi bien la confiance qu'on va mettre dans nos solutions cyber qu'on va mettre chez nous, hein, que dans la confiance que, par exemple, un supplier ou au contraire un fournisseur, un supplier ou un utilisateur, un client va avoir en fait sur l'aspect cyber de ses clients ou de ses fournisseurs. Bref, pour moi, ça est dans les deux sens. Et cette confiance, elle est directement liée à l'analyse des risques. Et quand on parle, même quand on parle de souveraineté, par exemple, et là je vais revenir un tout petit peu sur 42K parce que ça va nous faire permettre de faire la transition avec l'autre partie. Dans 42K, au départ, on a parlé de souveraineté entre RSSI, hein, on se posait la question qu'est-ce que c'est. Et évidemment, on était tous d'accord et surtout tous pas d'accord sur la définition, quoi. Et à partir du moment où, en fait, où on s'est intéressé aux risques portés par les problématiques de souveraineté, là, on est effectivement devenus tous d'accord. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de parler de souveraineté, on s'est intéressé aux risques technologiques, aux risques liés aux dépendances et aux risques, pour faire simple, géopolitiques, quoi. Et à partir de là, bien, ça devient finalement très facile de se dire, est-ce que cette solution, nous dans notre cas c'était les solutions cyber, hein, est-ce que cette solution est adaptée ou pas à mon projet? Parce que par exemple, entre celui qui fait un missile et celui qui traite des données RH, en fait les problématiques sont très différentes, et dire que pour l'un est souverain et telle autre solution ne le serait pas, en fait ça dépend complètement du projet. Parce que par exemple dans un missile, vous n'avez pas de problématique de RGPD, hein. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc tout ça pour dire que c'est une définition qui change en fonction évidemment du contexte du projet et qui doit être basée sur les risques plutôt que sur des terminologies qui sont finalement fourre-tout et qui, enfin on le voit aujourd'hui dans les communications, hein, dès qu'on voit le mot souveraineté, on peut se dire que d'une manière ou d'une autre, on va se faire avoir, quoi. Je suis d'accord avec le constat, enfin on parlera de la souveraineté juste après, mais je suis d'accord sur le constat de la question de l'analyse de risque. C'est ça qui doit être la base des choses. On l'a vu avec les données personnelles, avec l'analyse, l'AIPD, c'est à peu près la même chose en termes de cyber avec l'analyse de risque. Il faut qu'on parte de l'analyse de risque pour ensuite voir quels sont les endroits où il y a des fragilités, où est-ce qu'il faut les corriger. Sur la partie résilience, on a essayé de l'introduire en commission, mais c'est un peu compliqué, donc on va essayer de le voir en séance. Mais on va essayer d'introduire aussi des notions d'interopérabilité, un certain nombre de notions de ce type-là, pour pouvoir justement répondre à un certain nombre de risques. Parce que NIS 2 en tant que tel, c'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à penser sur le dessus. C'est que si on commence à se dire, il faut absolument qu'on se protège. Pour ça, les JO ont été un véritable moteur, mais c'est aussi un frein. C'est que comme les JO, ça s'est bien passé et qu'on a super bien protégé les JO, on se dit que c'est à ce niveau-là qu'il faut être en permanence. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, il y a des niveaux très en dessous sur lesquels on a déjà des choses à faire sur l'éducation des salariés dans les entreprises pour éviter qu'ils récupèrent une clé USB sur le parking et qu'ils la branchent sur le port USB de l'ordinateur. Mais ça veut dire aussi qu'il faut peut-être dans les entreprises de plus de 50 salariés avoir un DSI qui interdit les ports USB en accès libre sur les ordinateurs. Mais ça nécessite que le DRH soit d'accord pour expliquer à tout le monde pourquoi, le mettre dans le règlement intérieur, mettre une charte informatique. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut penser qui sont des choses pratico-pratiques et qu'aujourd'hui, NIS 2 voit simplement le top du top. Et puis, il y a des questions qui se posent sur l'environnement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une concentration aujourd'hui des entreprises de cybersécurité dans les mains de certains grands groupes qui, géostratégiquement, nous posent des problèmes. Et donc, aujourd'hui, on a notamment des acteurs américains qui deviennent prédominants sur le marché. Et
la gestion des dépendances dans l'analyse de risque fait partie des choses. Et s'il n'y a pas une politique publique qui accompagne aujourd'hui des entreprises françaises et européennes qui permettent de sécuriser nos systèmes d'information en faisant abstraction de ces risques géopolitiques, on n'y arrivera pas. C'est le cas de Vadé, racheté par Hornet et ensuite racheté par Proofpoint. On fait comment pour sécuriser du O365 avec des solutions françaises et européennes? On ne sait pas trop faire. Donc, si on a un risque géopolitique, comment on le couvre? Et dans les analyses qui sont remontées au COMEX, je suppose que ça fait partie des sujets que vous avez. Et aujourd'hui, on n'a pas pensé à cette étape-là. Donc, on a pensé par en dessous, pas au-dessus, et on est resté sur une couche réglementaire. Or, moi, ce que je veux, c'est que NIS 2 ne soit pas simplement qu'un texte réglementaire, mais un texte d'application concrète. C'est comment ça se passe dans la vraie vie des collectivités, comment ça se passe dans la vraie vie des centres hospitaliers territoriaux, des GHT, comment ça se passe pour la vraie vie des entreprises. Et pas simplement pour Thales ou pour Dassault, qui sont déjà à très bon niveau. Et quant pour Dora, les entreprises financières sont déjà très largement couvertes par Dora. Elles répondent voilà. Par contre, il y a des fintechs qui ne sont pas du tout dans la sécurisation de leurs activités. Et ça pose un problème parce que ce n'est pas inné. La cybersécurité devrait être by design, en fait. Bah, oui, enfin, je suis obligé de rebondir, quoi. C'est-à-dire que même on voit, j'imagine qu'il y a plein de RSSI dans la salle aussi, quoi. On voit que quand même la plupart des RSSI, d'une manière ou d'une autre, ne peuvent pas se préoccuper des risques qu'ils induisent en mettant des solutions cyber dans leur système. C'est quand même assez inquiétant. Marc, on en a un là, juste à côté. Il y a un sujet qui est sorti cette semaine, que vous avez peut-être suivi, c'est l'indice de résilience numérique, qui permet de mesurer un petit peu votre dépendance aux technologies étrangères. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est, pour moi, un indicateur qui, dans le risque géopolitique, devrait être pris en compte. Quand on s'aperçoit qu'en fait, on a toutes ces solutions, y compris de sécurité, gérées à l'étranger, il faut quand même se poser la question de savoir est-ce qu'on ne devrait pas avoir des solutions de secours et pouvoir se benchmarker. L'intérêt de cet indice IRN, c'est de se benchmarker entre DSI, entre grands groupes, pour voir comment aussi favoriser l'émergence de sociétés indépendantes numériquement, françaises typiquement, ou européennes, et qui sont des vraies alternatives si on a mis tous ces œufs dans le même panier et que ce panier est soumis à des réglementaires étrangers. Et il suffit de regarder ce que les Chinois font. Alors, la Chine n'est pas forcément systématiquement le bon endroit pour tout regarder en permanence, mais il y a au moins ça, c'est que ça fait 2 semaines, 3 semaines maintenant qu'ils ont publié une liste de solutions informatiques de cybersécurité qu'ils refusent, enfin, pour lesquelles l'État dit aux entreprises chinoises, vous devriez ne plus les utiliser, commencez à ne plus les utiliser, parce que ça va se finir par une interdiction. Alors même si les entreprises disent que c'est pas vrai, dedans il y en a une française, mais aujourd'hui ils le font pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas exactement quel est l'export des données, jusqu'où ça va dans leur système d'information. Ils ont des interrogations et ils ne veulent pas que les Américains puissent aller regarder dans les systèmes d'information des entreprises chinoises. Donc il faut quand même si tout n'est pas vrai et il ne faut pas tout regarder en pensant que c'est systématiquement noir, il faut quand même se poser la question. Et puis on a sur les systèmes, sans parler de cybersécurité, on a de plus en plus de systèmes qu'on achète commercialement du cloud ou ailleurs, qui sont sécurisés directement par le fournisseur et pour lequel on ne fait pas forcément cette analyse de risque de la même façon. Il faut pouvoir s'interroger sur est-ce que le fournisseur il a bien fait son travail, est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas. On le fait assez régulièrement pour d'autres sujets. C'est-à-dire, par exemple, sur les produits de grande consommation, il y a eu le scandale sur les laits, par exemple. Eh ben, on regarde et on fait des mesures, des contrôles sur la partie des systèmes d'information, sur un certain nombre de services commerciaux. Ben, on ne le fait pas. Et en fait, on dit aux constructeurs, ben, on te fait confiance, et puis le jour où on aura un accident, on verra. Bah ouais, sauf qu'il faut peut-être le regarder avant. C'est un peu comme quand Boeing s'est auto-certifié pendant quelques temps, ça a généré quelques difficultés. Donc, on pense à regarder ce genre de choses et à tirer des conséquences. La maturité des donneurs d'ordre est sûrement aussi à améliorer, quoi. Christian, peut-être plus généralement sur cette histoire de cyber de confiance. Non, là, il est le bad cop. Ouais, je vais le laisser réfléchir, puis je vais prendre le micro. Je pense que vu le contexte géopolitique aujourd'hui, on peut se poser la question quand même, quand on parle notamment des réglementations américaines, du Patriot Act, jusqu'où ça se pose. Parce qu'on parle de la pile logicielle, c'est très bien. Mais aujourd'hui, qui aujourd'hui a un ordinateur européen avec un processeur européen? Personne. Alors on a commencé des travaux aujourd'hui sur un nouveau processeur européen, mais on est loin du compte. On s'est laissé percer comme pour beaucoup de choses. Et donc ça va être très difficile de... Bon, moi je commence à être un peu vieux, j'ai bossé sur du Micral, c'est vieux. J'ai bossé sur du Bull, GECOS, c'est vieux. Mais depuis, je suis sur des machines américaines. Point barre, j'ai pas le choix.
Là, c'est vraiment très agaçant. Il y a... C'est pour ça que je voulais te réveiller. Non, en 2003, j'ai participé à la rédaction d'un rapport parlementaire pour Bernard Carayon à l'époque, dans lequel on mettait en évidence nos problèmes de dépendance et on suggérait qu'au niveau européen, on mette en œuvre, on soit indépendant au niveau des puces. Il y a 23 ans, et des systèmes d'exploitation au passage, il y a 23 ans. Et je retrouve dans le débat, alors il y a tout le bullshit sur la souveraineté numérique européenne et tout ça. Enfin, c'est devenu un mantra pour les politiques. Rien n'est mis en œuvre en fait. Hein. On a vu ce qui s'est encore passé pour EDF. Là. Enfin, on se fout du monde quoi. Hein. Mais il faudra bien un jour quand même qu'on arrive à ça. Hein. Voilà. Donc dans 23 ans peut-être, moi je serai plus là, mais enfin peut-être que vous dans 23 ans, quelqu'un d'entre vous sera là pour dire il y a 23 ans, il y a un connard sur une estrade qui a dit qu'il y avait 23 ans, etc. Enfin, faut arrêter quoi. On a vraiment un problème politique en Europe, on le sait, mais dans ce pays aussi quoi. Alors, Marc, peut-être justement un retour d'expérience sur comment est-ce que vous faites à Air France? Alors, je vais parler du CERT Aviation pour être plus large. En fait, une bonne gouvernance cyber, ça transforme une contrainte en capacité. Donc, la contrainte réglementaire, elle est là, elle ne va pas disparaître. Ce qu'il faut, c'est changer notre regard sur elle et que ces textes nous servent à créer un dialogue entre des directions qui avant ne se parlaient très peu, sauf quand il y avait un incident. Grâce à ces textes, il faut avoir on a la capacité de discuter avec les directions de la sûreté, les directions de la sécurité des vols, la direction des fraudes, la direction de l'intelligence économique. Donc créer des liens pour ensemble regarder quel est le risque que l'on veut couvrir. Et c'est vraiment pour moi un levier très important de pouvoir utiliser cette réglementation comme un outil, un instrument pour dialoguer et prendre des décisions en commun, ce qui ne se faisait pratiquement pas par le passé. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et quand on regarde un petit peu les méthodes pour travailler ensemble, il y a des méthodes qui sont visuelles, intuitives et qui permettent d'impliquer les pilotes, les RH, les informaticiens, les dirigeants, parce qu'elles sont compréhensibles de tous. On comprend bien le risque, il y a une zone de danger qu'on veut éviter. L'autoroute, c'est une zone de danger, hein. Tout peut très bien se passer. Et puis, si jamais quelqu'un freine devant vous, brutalement, vous avez un accident. Donc, une zone de danger, c'est les données qui sont non chiffrées dans les applications, c'est les authentifications faibles, c'est le manque de sensibilisation des personnels. Ça, c'est les zones de danger. Dans ces zones, il y a des risques. Ces risques, il faut s'accorder sur le niveau de ces risques, y compris avec les partenaires, parce qu'on a, dans un secteur industriel comme l'aérien, énormément de partenaires. Donc, on a besoin d'avoir une échelle de discussion, de maturité. Et on a parlé de Boost Aerospace et on fait la promotion de ce modèle de maturité parce que ça permet de savoir que quand on est silver, bronze ou gold, on a affaire à quelqu'un qui gère à peu près comme nous un certain nombre de risques. Donc, ça crée déjà un langage commun avec la supply chain. Mais en interne, ce qui est intéressant, c'est de vraiment considérer que ces réglementations, même si elles sont complexes, on peut les lire à travers une grille des risques et c'est un outil de dialogue avec différentes directions, y compris avec nos autorités, pour se mettre d'accord que le risque principal qu'on va couvrir, c'est plutôt celui-là. Et puis le dernier article de la règle, de la norme, ne couvre pas un risque majeur pour l'entreprise. Donc pour l'instant, on y travaille, mais on n'a pas encore de résultats démontrables. Et c'est pour moi la vraie valeur de la réglementation en Europe, c'est de donner une façon, un levier pour discuter avec des acteurs avec lesquels avant on ne discutait pas et on n'avait pas de grille de risque commune. Alors, est-ce que ça peut devenir en fait un argument commercial, ces réglementations? Une carotte Oui et non. Non dans le premier esprit pour tout le monde. C'est ça la vraie difficulté, c'est que vous faisiez, mon cher voisin, état du niveau de délabrement des politiques en France. Je partage en partie. C'est-à-dire qu'on est même allé jusqu'à proposer la suppression des VPN à l'Assemblée nationale il y a quelques années, parce que ça ne permettait pas de faire du contrôle sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a un moment où le chiffrement, c'est un peu le même sujet. Enfin, il faut qu'on arrête de penser technologie, il faut qu'on arrive à penser efficacité et utilisation. Sur NIS 2, oui, c'est un argument commercial. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui qui se fait attaquer, c'est d'abord très cher pour qu'elle remette son système d'information en place, mais elle a un risque réputationnel assez fort auprès de ses clients.
Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut réussir à faire. Et transformer, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui seraient soumises par exemple à NIS 2 pour partie de leur activité et pas pour le reste. Parce que pour une partie, elles sont sous-traitantes de quelqu'un qui est soumis à NIS 2 et pour l'autre, elle ne l'est pas. Tant qu'à faire qu'elle passe tout en NIS 2, parce que si jamais elle veut attaquer d'autres marchés, peut-être qu'elle aura besoin de cette conformité, notamment parce que les pays européens nous le demandent. Mais pour ça, il faut que ça soit raisonnable, gradué en fonction de la taille des entreprises, en fonction du secteur d'activité dans lequel elles sont, parce qu'on ne traite pas une entreprise qui travaille dans l'aérospatial d'une entreprise qui fabrique des petits pois, comme d'une entreprise qui est dans les dispositifs médicaux implantés. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas tout à fait les mêmes risques. Mais moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on arrive à... Mais c'est pour ça que je suis très content du travail qu'on fait avec Olivier Cadic, qu'on a à peu près la même vision, de trouver quelque chose d'opérationnel. Et qu'ensuite, on essaie d'élever ça pour que... Parce que vous parlez politique en général, il y a aussi une grosse partie de l'administration qui est dedans. Et le terme politique, c'est tout le monde mis dedans. Sauf qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui ne veulent pas en entendre parler. Quand la DGE a demandé à avoir un guichet unique des formalités d'entreprise, regardez le fiasco que ça a été. C'est que le numérique aujourd'hui n'est pas pensé dans l'État, il n'est pas transverse, il n'est pas réfléchi. On n'a pas aujourd'hui une ESN d'État qui est en capacité d'aider les ministères à faire l'expression des besoins, à transformer ça en appel d'offres, à développer, enfin, à regarder les appels d'offres et à voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter. Chez moi, on a implémenté un nouveau logiciel de gestion des indemnités journalières pour les personnes. Ça a été un fiasco total. Ce n'est pas de la faute de l'ESN à qui on a commandé le produit, parce que le produit a été commandé il y a 10 ans, sur des processus et sur des CERFAD il y a 10 ans. Et entre le moment où on l'a commandé et le moment où on l'a mis en place, il y a eu 10 ans d'évolution réglementaire, 10 ans d'évolution de processus. Et donc, quand le logiciel est arrivé, il est totalement inutilisable. Et donc, on en est à traiter les dossiers papier, à la main. Bon, donc il y a un moment où il faut faire ce que les ESN savent bien faire. Je ne suis pas fan de toutes les grosses ESN françaises, notamment Capgemini, parce que pour plein de raisons, ou Orange, parce que voilà. Mais au moins, elles ont un truc, c'est que chaque fois qu'on leur a commandé quelque chose, elles font des réunions de train toutes les semaines ou tous les 15 jours pour recaler le projet sur exactement ce qui est le besoin et pour pouvoir être sûr de pouvoir le délivrer comme il faut. Aujourd'hui, on a du mal à délivrer. Il suffit de regarder ce qui se passe entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. On en est à 4 ou 5 logiciels qui sont mis par terre. Ça nous a coûté à chaque fois 50 à 100 millions. Bon, on n'est plus dans cette possibilité-là de gabegie. La DINUM doit donner des briques logicielles, peut-être sur un certain nombre de choses, mais dans ces cas-là, elle s'assure de la cybersécurité de ces briques logicielles, ce qui n'est pas le cas. Dans ces cas-là, à ce moment-là, il faut qu'elle fasse appel au secteur privé, qui le fait bien, qui est soumis à ces règles et qui, du coup, by design, les a intégrées dedans, suit l'activité, suit les difficultés cyber et donc intègre des patchs systématiquement et ne prend pas des délais extraordinairement importants pour le faire. Voilà, et puis il y a la question des dépenses. C'est le Cyber Resilience Act, ça. C'est le Cyber Resilience Act, mais ce que je veux dire, c'est que la DINUM ne va pas se l'appliquer, en fait. Si on continue sur cette logique-là, c'est ce que disait Christian, si on continue sur cette logique-là, ils ne se l'appliqueront jamais, donc on sera systématiquement un cran en dessous. Moi, ce que je voudrais, c'est que NIS 2 s'attaque à tout, et s'applique aussi au secteur privé, au secteur public. Mais il doit s'attaquer surtout aux choses aussi basiques, ce que tu disais, aux entreprises de petite taille, avec des trucs extraordinairement pratiques. C'est quoi un MFA? Ça fonctionne comment? Et puis qu'on arrête de parler sanctions et qu'on parle aussi avantages. L'avantage, c'est de ne pas se retrouver avec un système d'exploitation en rade et que du coup, pas de production pendant 15 jours, 3 semaines. C'est ça la vraie demande des entreprises. Ce n'est pas simplement leur dire il y aura une possibilité de sanction à 2% du chiffre d'affaires mondial. Voilà, quoi. Marc, le good Marc, après le bad Marc. Le bad Marc après. Ouais, je vais reprendre quelques points et peut-être pas faire des coups de gueule, mais en tout cas dire ce que je pense, en espérant que je sois validé par mes collègues de la CPME. Je suis entièrement d'accord avec toi, Philippe, sur ce point-là. Je pense... Alors, juste là, je suis en train de travailler sur un point qui est assez intéressant, qui n'est pas dans le débat nécessairement, mais qui montre un peu le niveau de maturité qu'on a au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, on a soulevé un lièvre qui apparemment est aussi sur le radar de l'ANSSI, le radar du Trésor. C'est l'application de l'article 5 de la LOPMI. Pour ceux qui ne savent pas, LOPMI, loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, article 5 qui a été largement débattu, n'est-ce pas Philippe? Déclaration auprès des autorités compétentes d'un sinistre cyber dans les 72 heures pour être indemnisé par les compagnies d'assurance. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est France Assureur qui nous a alertés, CPME là-dessus, ça ne fonctionne pas. Pour plein de raisons. Et une des premières raisons, c'est qu'on a 2 super plateformes gouvernementales. Une qui s'appelle le pré-dépôt de plainte, pour lequel le cas cyber n'est pas dedans. Voilà, fin de l'histoire. Et puis il y a Thésée,
mais qui s'applique que pour les personnes physiques et pas les personnes morales. Donc le pauvre chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la seule solution qu'il a aujourd'hui, c'est d'envoyer un beau courrier au procureur pour déposer sa plainte dans le délai des 72 heures pour pouvoir prétendre à une indemnisation de son assurance cyber. Donc c'est quand même chouette, quoi. Franchement. Et là, on a discuté avec le Trésor, qui a dit c'est sur notre radar, il faut qu'on bouge. J'en ai discuté avec l'ANSSI, puis l'ANSSI me dit ah ouais, mais le décisionnaire, c'est le ministère de l'Intérieur, donc il faut aller les voir, il faut que vous alliez les voir. Donc il faut que j'aille voir le ministère de l'Intérieur sur le sujet. Et on est encore parti pour des mois, quoi. Bref. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Et mon deuxième coup de gueule, puisque je vais faire le bad guy, tant qu'à faire, hein, les deux marques, eh bien, je trouve que dans cet aspect, dans cet océan réglementaire, puisque c'est le titre du sujet aujourd'hui, je trouve très dommage, mais c'est juste ma perception, en tant que membre de la CIMA, de Cybermalveillance, on a un organisme formidable en termes de vulgarisation, d'aide à la compréhension qui s'appelle Cybermalveillance et qui n'a pas pris part, pour X raisons, peut-être que Philippe en a des explications, à la vulgarisation et la mise en œuvre d'une réglementation comme NIS 2. Aujourd'hui, tout ce que l'on a, enfin nous, puisqu'on a été dans le cycle de consultation, on a un beau placard de 25 mesures de l'ANSSI et met en place. Mais on n'a pas de progressivité, on n'a pas d'éducation, on n'a pas de, on va dire, d'accompagnement des entreprises pour lesquelles le cyber, c'est pas leur métier, des TPE-PME pour lesquelles on a éventuellement parfois un correspondant informatique, mais même pas un directeur informatique, donc vraiment on est loin du compte, pour les accompagner sur cette mise en conformité qui, pour certains, vont être obligatoires. Et 50 personnes dans une boîte, c'est pas une grosse PME, hein. Soyons clairs, puisque je vous rappelle les règles, hein. En tout cas, sauf exception, c'est 50 personnes ou 10 millions de chiffre d'affaires. 50 personnes, c'est une petite PME au niveau du tissu, qui a éventuellement un correspondant informatique qui fait tout du sol au plafond et surtout du dépannage, et pour lequel ça lui passe au-dessus de la tête. Sans parler du patron lui-même, qui va devoir investir les sommes que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc on a un instrument formidable qui s'appelle Cybermalveillance. Je ne vais pas remettre sur le tapis le fait que la Cour des comptes a déjà mis plusieurs fois sur le tapis qu'il fallait augmenter les budgets de cybermalveillance parce que c'est un outil formidable et je salue mes copains de cybermalveillance qui, à 20, font un travail juste phénoménal. Mais c'est un instrument exceptionnel pour faire de la vulgarisation justement pour cette cible de PME. Et malheureusement, ils ne sont pas dans le paysage. J'ai fait le bad guy. Et pour rebondir sur ce point-là, un des responsables, c'est encore une fois l'ANSSI. Alors, l'ANSSI, qui est président du conseil... Il y a des gens de l'ANSSI dans la salle, j'espère. Voilà, l'ANSSI préfère créer des CERT, des pseudo-CERT régionaux plutôt que donner plus de moyens à cybermalveillance pour le 17 cyber, par exemple. Donc, il y a une bagarre entre administrations et chacun veut montrer qu'il est le meilleur là-dedans. Et quant à l'application de NIS 2, l'ANSSI s'est clairement donné le monopole. Le premier texte de loi, le premier projet, les ministères ne l'avaient même pas vu. Donc l'ANSSI a travaillé toute seule dans ce coin. Et à une interministérielle, les ministères ont découvert ce qu'on allait leur demander, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire que dans les secteurs qui sont couverts par NIS 2, les ministères ne sont même pas impliqués. Alors, grâce au travail du Parlement, ils le sont maintenant, mais dans le texte initial, on mettait, alors que l'expertise de ces secteurs, elle est évidemment dans les ministères. Mais non, l'ANSSI estimait qu'elle était experte de tout domaine. Donc ça c'est un problème franco-français, hein. On a un vrai problème avec nos acteurs qui sont en fait pas cadrés politiquement, en fait. C'est simplement ça. Voilà. Oui, et ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il faut aussi voir du côté des entreprises, il y a un petit problème de surdité ou de cécité. Il y a dans la stratégie écrite par l'ANSSI en 2015 et présentée par le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, il était dit noir sur blanc que la cybersécurité pour une entreprise, c'est un avantage concurrentiel. Et c'est vrai. Hein, bon, on le voit à l'inverse maintenant, mais on peut le positiver. Pour une fois, c'est pas mon rôle, mais enfin, je vais le faire. Si. Plus on est sécurisé, alors il ne faut pas trop le dire parce que sinon on devient l'objet d'attaques, mais plus on est sécurisé, plus on a de clients à la fin. C'est quand même ça le truc, quoi. Ou moins on en perd. Est-ce que vous vouliez ajouter un petit truc ou on fait peut-être une petite conclusion chacun et puis ensuite on prendra des questions, ça vous va? Alors, moi, mes trois conclusions, c'est que la conformité réglementaire, ça doit d'abord être pris en compte à travers le risque, la capacité à gérer ces risques majeurs. Donc il faut commencer par les risques et ensuite aborder la réglementation. Et si possible, avoir une matrice qui permet d'aligner toutes ces réglementations
et de voir qu'en fait, quand on répond à une exigence, en fait, ça répond à toutes celles qui sont derrière. Le deuxième point, c'est que la réglementation, elle est systémique, elle s'applique aussi à notre écosystème. Donc il faut avoir un partage avec nos suppliers, notre supply chain, nos fournisseurs et nos clients sur comment eux, ils voient les risques. Ça s'appelle le risque sharing. Et puis le dernier point, c'est que la conformité, elle doit aussi être différenciée. On a la chance d'avoir un standard SecNum Cloud en France. Donc on sait que quand on met les bijoux de la couronne ou les objets, les éléments les plus précieux dans un cloud, SecNum Cloud, on est d'emblée conforme à un certain nombre d'exigences. On ne peut pas le faire pour tout. Et donc il faut savoir différencier les endroits où on a besoin d'une très haute conformité réglementaire et les endroits où, en fait, parce qu'il n'y a pas de risque, on peut avoir une discussion avec l'autorité pour voir dans quelle mesure c'est acceptable en mettant des moyens des compensation control, des moyens de réduction de risque. Voilà. Question ? Et une note positive pour finir. Oui, plutôt en forme de boutade. Je crois que le thème, c'était la navigation dans la réglementation. Donc, une métaphore navale. Je crois qu'il y a trois types d'attitudes. Pardon, ça ne va pas être très technique, mais soit vous choisissez parce que vous avez les moyens d'être d'un drone naval, un drone de combat, et vous faites le maximum en matière cybersécurité, c'est bien. C'est probablement la meilleure attitude, mais il faut avoir un peu les moyens, les compétences, les ressources humaines, etc. Et l'appui du patron et les budgets. Donc ça fait beaucoup de si. La deuxième attitude, c'est plutôt celle du porte-container. Et là, je vous plains parce que c'est la majorité des entreprises, je pense. Vous prenez les réglementations les unes après les autres et vous courez après les conseils juridiques pour essayer de vous embaucher les gens qu'il faut pour essayer de cocher les cases. De cocher les cases et d'être conforme aux réglementations. Et puis là, il y a la troisième attitude, celle que je vous recommanderais, mais alors là, je sais que je suis hors sol, hors clou et tout, c'est celle du sous-marin, c'est-à-dire faire de la cybersécurité et laisser passer les réglementations. Par exemple, s'enregistrer sur la plateforme de l'ANSSI aujourd'hui, est-ce que ça sert à quelque chose? Par exemple, si on est une entité aujourd'hui considérée comme essentielle. Dans un texte publié par la Commission il y a 8 jours, il est dit que le seuil passerait, pour les entités essentielles, passerait de 250 personnes salariées à 750. Donc si vous êtes une entité considérée comme essentielle aujourd'hui et que vous avez 300 salariés, eh ben vous ne le serez plus si la Commission va au bout de ces... Voilà. Donc il faut faire de la cybersécurité, ça c'est clair, mais quant à la réglementation, il faut vraiment laisser les choses venir, et notamment attendre que NIS 2 soit voté. Mais là, il faut secouer vos députés parce qu'ils sont un peu longs, je trouve. Rapidement, 3 points. Le premier, c'est de se dire que la réglementation, c'est pas simplement on coche des cases, et je ne voudrais absolument pas que ça soit ça. C'est une logique, c'est un travail au long cours, et c'est pas simplement cocher des cases, c'est qu'est-ce que je fais en pratique dans mon entreprise, dans mon organisation. La deuxième, c'est qu'il faudrait autant faire se peut qu'on arrive à transposer NIS 2 au bon niveau pour qu'on ait un référentiel qui soit commun avec nos pays voisins. Parce qu'aujourd'hui, on risque d'avoir un problème de dumping, éventuellement, de validation. Et donc, on pourrait avoir des entreprises qui décident, parce qu'elles ne sont pas très loin de la frontière belge, d'aller s'installer en Belgique parce que la partie du référentiel est beaucoup plus claire et beaucoup plus facile à appliquer parce qu'elle a été pensée pour les TPE, PME et qu'il est facile de le faire. Et dans notre économie, c'est assez facile. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on est, je suis désolé, mais qu'est-ce qui se passe quand on est sur plusieurs pays européens en même temps? Aujourd'hui, on déclare normalement chaque incident dans chacun des pays concernés. C'est la question d'Omnibus qui a été décidée tout à l'heure, de savoir si on ne pouvait pas avoir un guichet unique qui serait au sein de l'ENISA. Par exemple, Air France, vous êtes obligé de déclarer implicitement dans tous les pays européens? Partout où on est présent, c'est ça. Ouais, voilà, donc c'est ça la difficulté. Donc, si on a 3 référentiels européens complètement divergents, on risque d'avoir un problème et on ira vers le moins 10 ans clairement parce que ça sera plus simple, ou le plus simple en tout cas des 3. Et puis le dernier point, c'est que NIS 2 s'applique déjà. Je vous l'ai déjà dit, il s'applique et je pense que l'État a tort de ne pas le transposer parce que c'est le juge judiciaire qui va s'en occuper dans les semaines qui viennent. Et lui n'aura aucune question à se poser. C'est-à-dire qu'il va dire, il y a une faute, il y a une responsabilité de l'entreprise ou de l'organisation, j'applique la sanction maximale.
Et il ne se posera pas la question de savoir s'il y avait eu des mesures qui avaient été prises, comment, etc. Parce qu'il n'aura pas l'expertise. Et donc, il va considérer qu'il y a eu un préjudice et que donc, il faut qu'il puisse sanctionner. Donc, la vraie question aujourd'hui de la non-transposition, c'est justement de ne pas avoir ce cadre-là, pas pouvoir poser les sanctions, pas pouvoir avoir d'expertise. Et donc, on a aujourd'hui une vraie fragilité, en plus de la question de l'amende, qui est comprise entre 35 et 50 millions. Pour ceux qui ont envie de regarder, c'est dans le Canard enchaîné de ce matin. On s'est lâché avec Olivier Cadic. On a une petite page entière sur le sujet. Voilà. Je vais reprendre quelques points que j'ai évoqués pendant la conversation. Je vais refaire un peu d'historique. En 2016, quand le RGPD était sorti, j'avais fait pas mal de conférences pour la CPME. Et comme ma société faisait déjà de la cybersécurité, je me dis, chouette, on l'attaque par le petit bout de la chaîne. Et on commence à mettre une approche méthodologique dans les petites entreprises pour identifier les îlots de données personnels. Regardez quels sont les processus de traitement. Enfin, le registre de traitement était une approche méthodologique de l'analyse du risque, de l'écart et de la mise en place de mesures complémentaires. On est en 2026. Je n'ai pas les stats de la CNIL, mais je ne sais pas où est-ce qu'on en est en termes de société ou d'entreprises ou de collectivités, voire même d'associations, puisque ça couvre tout le monde, qui sont conformes à RGPD. Mais je pense qu'on est encore loin du compte. Je me dis que si c'est le même cas pour ce cadre réglementaire très touffu maintenant, beaucoup plus que ça ne l'était à l'époque, je pense que les cybercriminels ont des beaux jours devant eux, avant qu'on soit à niveau. Maintenant, pour une note positive, on va regarder le verre à moitié plein. Je pense aussi que, puisqu'on est sur le podium des champions du monde de vol de données, dans les 3 premiers, sur l'année passée, et avec toutes les données des Français qui ont été volées, à peu près 9 sur 10, ouais, il n'y a plus grand-chose à voler. Si, éventuellement, comme disait un des opérateurs télécoms, on vous a tout volé, sauf votre mot de passe. Bon, je pense que c'est une prise de conscience personnelle qui s'est dégagée de ça. On a augmenté le niveau de prise de conscience, et ça va nous aider aussi, parce qu'un chef d'entreprise, c'est aussi un humain. Il s'est fait voler ses données personnelles, il se rend compte que si ça se passait pour sa boîte, à mon avis, ça se passerait mal. Donc je pense que le niveau de prise de conscience a augmenté à cause ou grâce avec ces vols de données. Voilà, donc on va prendre le verre à moitié plein. Je pense également, et ça c'est le point qu'on a évoqué encore avec l'ANSSI ce matin, que NIS 2 c'est bien. L'ANSSI disait NIS 2 c'est la colonne vertébrale de la cybersécurité, sur lequel éventuellement vont se greffer des add-ons en fonction peut-être d'éléments, de marchés verticaux. Exemple l'aérospace, mais peut-être d'autres. Et ma conclusion là-dessus, c'est de dire, OK, si c'est la colonne vertébrale, ce serait bien que, par exemple, une spec AFNOR ou quelque chose de plus léger, mais qu'on mette déjà en place, c'est les premières vertèbres, avant qu'on ait la colonne vertébrale. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Ok, écoutez, si, juste un tout petit peu d'autopromo. Alors, maintenant, vous savez que quand vous choisissez une solution cyber, vous avez aussi des risques qui sont derrière. Donc, allez voir sur 42k.io si cette solution, elle correspond effectivement à ce que vous cherchez ou pas. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou sinon je vais me déplacer. C'est pas grave, je vais me déplacer. Ah bah voilà. Ça fonctionne. Bonjour, je suis Franck Bataille, j'ai une petite ESN en Loire-et-Cher, donc un département rural. Il y a une dizaine de personnes, j'ai une dizaine de salariés. Je suis la BZ Expert Cyber, mais à côté de ça, je suis aussi président de la commission numérique et innovation de la CPME. Et à ce titre, j'aimerais apporter juste un petit témoignage, un petit éclairage, puisque Marc, tout à l'heure, parlait du coût de l'accompagnement et de la mise en place quand on veut rendre conforme, on va dire, son entreprise, même si elle est plutôt petite. Si je me rappelle bien, on est dans les 8 000, 10 000, 25 000 euros. Enfin bon, ça va relativement loin. Je t'interromps, mais tu t'occupes aussi de la facture électronique. Et aujourd'hui, c'est le sujet des chefs d'entreprise. C'est le jour où je ne voulais pas en parler, Marc. C'est le sujet des chefs d'entreprise, bien loin devant la cybersécurité aujourd'hui. Voilà. C'est effectivement un sujet qui est plus important pour eux parce que l'échéance est fiscale et elle est demain. Donc, effectivement, ils ont plutôt le nez là-dedans. Sur ces coûts-là, quand on a, nous, et là, je parle en tant qu'effectivement acteur dans mon département, prestataire depuis 30 ans sur mon territoire, quand on parle de ces sujets, beaucoup de collectivités, pouvoirs publics ou autres, régions en l'occurrence, nous disent mais on va accompagner les entreprises, on a des aides, on a des machins, il y a un tas de dispositifs, on a l'impression qu'il y a des milliards partout.
Sauf que, in fine, quand on regarde comment ça se passe, on va embarquer les boîtes dans un périple incroyable d'accompagnement qui va durer je ne sais combien de mois avec je ne sais combien d'acteurs et je ne sais combien de technostructures qui vont manger et du temps et de l'argent à tout le monde sur ce sujet-là pour que, au final, l'entreprise fasse ce qu'elle avait prévu au départ. Puisque, donc j'ai envie de dire, quid de la confiance qu'on fait aux chefs d'entreprise en disant un chef d'entreprise, une chef d'entreprise de TPE, PME, c'est exactement ce dont elle a besoin. Elle a déjà des prestataires en règle générale, elle a des gens avec qui elle bosse depuis 10 ans, depuis 15 ans. Pourquoi on va l'embarquer dans des accompagnements à n'en plus finir qui sont financés? Effectivement, ça ne coûte rien. Ça ne vous coûtera rien, monsieur, madame, ça ne vous coûtera rien, c'est la collectivité qui va payer. Mais pourquoi, alors qu'on sait déjà ce qu'on veut faire? Est-ce que ce n'est pas non plus ça aussi un axe d'amélioration de remettre un mot sur le devant, je dirais, de la scène, qui est celui de la confiance? Pour dire, voilà, OK, pourquoi on suradministre, pourquoi on surencadre, pourquoi... Donc je ne sais pas quelles peuvent être je dirais, les réponses là-dessus, mais en tout cas, c'est un constat et c'est quelque chose qui nous embête chaque jour et qui fait que ça n'avance pas. Il y a une petite réponse à ça qui est là, c'est pour le moment marginal. C'est ce que fait ACIMA, cybermalveillance.gouv.fr, avec ses experts cyber. C'est-à-dire plutôt que, effectivement, voilà, eh ben, l'idée c'est les prestataires qui sont déjà, je pense aux collectivités notamment, parce que la situation est encore pire, je pense, que dans les TPE, PME. Les prestataires qui travaillent déjà avec ces collectivités, c'est eux qu'il faut aider, qu'il faut former, etc. Voilà. Et pas forcément accompagner les entreprises elles-mêmes ou les collectivités, mais plutôt les prestataires. Avec un bémol sur les collectivités, c'est que pour la plupart d'entre elles, l'approche par les risques, elles ne savent pas la faire parce qu'elles n'ont même pas cartographié leur système d'information dès le départ. C'est une injonction de compétences qu'elles ont eues depuis des dizaines d'années. Elles ont rabouté ça en créant des tuyaux entre les différents systèmes d'information qui, pour certains, sont antédiluviens et pour lesquels on n'a aucune cartographie. Et donc, c'est vrai qu'un prestataire qui débarque là-dedans, c'est un gros boulot parce qu'il faut qu'il arrive à d'abord cartographier le SI. Pour la plupart du temps, les gens ne savent même pas combien il y a d'ordinateurs, de postes de travail dans le cadre de la collectivité. Enfin, on est sur quelque chose, on part vraiment du bas, ce qu'on dit à chaque fois. Donc, il faut qu'on arrive à le graduer. Et j'aime bien la question des vertèbres avec la notion de ISO, par exemple, au départ. Ça commence à être quelque chose d'important. Oui, merci. Alors déjà, une première remarque, un grand merci parce que c'était une session no bullshit. Et c'est hyper appréciable. Et par contre, une toute petite question. Moi, je suis là depuis ce matin, au Cyber Show. Comment expliquer qu'on n'ait entendu personne aujourd'hui verbaliser que la cybersécurité, c'est avant tout protéger les gens? C'est intrinsèque à la cybersécurité. On protège son organisation, on protège ses salariés, on protège ses produits et donc on protège ses clients. Et donc globalement, on protège les gens. C'est la notion de service public aussi. Enfin, on l'a vu. C'est pour ça que NIS 2, nous, parlementaires, souhaitons que la partie NIS 2 ne s'applique pas qu'aux entreprises privées, aux organisations privées, mais aussi au secteur public. Et dans le secteur public, elle s'applique aussi à l'État. Et ce qui est la vraie difficulté, c'est comment est-ce qu'on impose des sanctions à l'État, parce qu'on sait très bien que l'État, généralement, ne fait rien s'il n'a pas une sanction. Donc il faut faire quelque chose. C'est pour ça que regardez ce qui va être fait demain par la CNIL. Je pense que ça va commencer à remuer dans les brancards. Bonsoir. Bonjour. Avant, je vais finir de répondre, je vais faire une analogie si vous voulez bien. Je vais reprendre un point qui me semblait intéressant, en tout cas je parle beaucoup par analogie. Alors je vous explique pourquoi. C'est que j'ai le sentiment qu'on a plongé les gens dans le numérique et donc dans le monde de la cyber, bien évidemment, beaucoup trop rapidement. Et qu'aujourd'hui, aussi bien les entrepreneurs que les gens à titre individuel, surtout de mon âge, ont du mal à appréhender le fait qu'ils ont une vie numérique et une vie réelle. Donc, je trouve que dans l'éducation, tout du moins, ce qui me semble le plus pertinent, c'est de dire ce que vous ne faites pas dans la vie réelle, vous ne le faites pas dans la vie numérique. Voilà. Mais je vais être rapide. Pour reprendre sur ce point-là, c'était un sujet qu'on avait eu à la Journée des entreprises au Sénat il y a quelques années, avec Jérôme Notin, entre autres, de cybermalveillance. Et en fait, on était dans la salle en sous-sol et on parlait de la cybersécurité, des cyberassurances. Et Jérôme disait, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, vous avez tous une responsabilité civile professionnelle, une RCP. Pour autant que je sache, mais j'ai un mec de loi à côté, c'est pas obligatoire. Après, vous prenez vos risques. Et les cyberassurances, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est le premier risque qui pèse sur les entreprises. Et Jérôme disait, vous voyez, on est au sous-sol du Sénat. Il y a des portes coupe-feu, il y a des extincteurs, il y a des détecteurs.
Tout ça, ça a coûté du pognon. Mais s'il y a le feu, on sauve tout le monde. Et bien la cyber, c'est pareil. Vous mettez des protections, c'est vrai qu'il y a un investissement, mais s'il y a le feu, vous sauvez votre boîte. Bonsoir, bonjour. Sur le plan technique, donc on a abordé un certain nombre de problématiques. Est-ce que, typiquement, avec les nouvelles solutions qui arrivent sur le marché, typiquement les plateformes de développement qui reposent sur de l'intelligence artificielle, ne pourraient pas aider justement à traiter la dette technique importante que nous avons, tout simplement en utilisant ces nouvelles plateformes pour typiquement faire des tests d'intrusion, des pen tests, ou alors tout simplement pour refondre un certain nombre de logiciels métiers de manière plus rapide, ce qui permettrait de baisser les coûts de rémédiation de la dette technique et puis en cible de gagner certainement en efficacité. Alors là, je peux apporter un élément. Effectivement, l'IA doit servir à faire en sorte que la conformité devienne du design, de l'architecture. Dans l'IA Act, on parle de guardrails pour les agents IA. Et effectivement, avec l'IA, on peut imaginer que la conformité va devenir intrinsèque dans la construction du système. Avant, c'était un concept dans GDPR, Privacy by Design. Personne ne savait trop ce que ça voulait dire. Avec l'IA, on commence à être capable de définir des règles que les agents vont appliquer, y compris sur les patchs, y compris sur le manque de sécurité basique qui peut être détecté automatiquement au lieu de le faire manuellement. Alors ça marche quand on est sur un niveau de maturité relativement élevé. Mais quand on est encore à s'échanger dans une organisation des identifiants et des mots de passe par mail et qu'on se fait pirater sa boîte mail parce qu'on n'a pas mis de MFA et qu'on n'a rien mis du tout, ça ne sert à rien de penser IA. Commençons à discuter du bas. C'est-à-dire que la clé USB sur le parking de l'entreprise, ça marche toujours aussi bien. Le phishing avec une jolie fille un peu dénudée ou un gain d'1 million d'euros parce que vous êtes le meilleur client de la Terre, ça marche toujours aussi bien. Commençons par les bases. Et ça fait partie de ce qu'on a normalement dans NIS 2. Ce sont ça, ces indicateurs de formation qui sont remontés au COMEX. C'est je fais du phishing une fois ou 2 fois par an. C'est quoi le résultat? Et je regarde qui se fait poutrer. Et régulièrement, sont plutôt en plus des gens qui sont en mobilité dans l'entreprise, qui n'ont pas fait les formations obligatoires. Et donc, ça veut dire qu'il faut refaire les formations obligatoires et leur dire, vous venez les faire directement au bureau. Et donc, ça, c'est le début. L'IA, c'est la surcouche d'après. Là, on est chez Thales, on est chez Dassault, on est chez qui vous voulez. Oui, ça va marcher. Oui, ça va aider. Mais pas pour la base de la base. Et pour compléter ton propos, la première règle de l'ANSSI dans les mesures de NIS 2, c'est quoi? C'est le truc de base. C'est la cartographie du système d'information. Donc ça veut dire que si on est obligé de le mettre dans les mesures techniques, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne savent même pas ce qu'elles ont chez eux. Bonjour. Juste une petite question parce que j'ai écouté religieusement. On a entendu Dora, Nisto, Kra, tout le monde. Mais ça m'étonnait que, peut-être vous avez un peu remarqué rapidement, récemment, on a vécu pas mal de supply chain attack. Que IEC 62443, il ne me semblait pas que ce n'était pas un des enjeux numéro 1. Sauf que ça peut impacter OIV, ça peut avoir des impacts supply chain repair, ça peut avoir l'effet domino et paralyser complètement une structure. C'est bien l'esprit de NIS 2 par rapport à NIS 1. NIS 1 s'occupait des OIV et OSE. NIS 2, c'est beaucoup plus de secteurs concernés. Et la supply chain. Et typiquement, l'exemple de l'année dernière qui montre bien qu'il y a une nécessité de protéger la supply chain, sans parler d'autres exemples, c'est Jaguar Land Rover en Angleterre. C'est de mémoire 10 milliards de pertes, 1% du PIB anglais impacté. Donc c'est bien l'esprit de NIS 2, c'est de protéger plus de secteurs et la supply chain. Et la supply chain, alors je vais terminer, supply chain avec des assujettis, mais comme les assujettis, même au plus petit niveau, c'est-à-dire 50 personnes, va nécessiter d'avoir un contrôle de sa propre supply chain, ça va aller en fait beaucoup plus loin. Donc on parle aujourd'hui d'assujettis directs, on n'a pas les chiffres, mais on sait que c'est autour de, allez, on va dire à la grosse, entre 15, 10, 15 000 peut-être, ou 20 000, je ne sais pas. Mais quand on va prendre les sous-traitants de ces assujettis, on va être autour de 100, 150 000 à mon avis. Dora, qui est une ex-spécialiste de NIS 2 globalement, il y a un gros tiers de Dora qui parle justement
des fournisseurs d'infrastructures critiques, qui parle de la sous-traitance et qui donne les obligations de DORA des établissements bancaires et financiers vers ceux qui fournissent les systèmes. Et donc on a vraiment pris en compte dans la réglementation européenne cette notion de supply chain, ce qui est difficile à cartographier ensuite, parce que c'est ça qui va être le plus difficile, c'est qui sera concerné ou pas. C'est un double travail. C'est d'abord le travail des entreprises qui vont se référencer, qui vont ensuite déclarer quels sont leurs systèmes critiques et leurs fournisseurs critiques pour que ceux-là même se référencent et fassent le travail. Et en sens inverse, c'est pour ça que c'était important de mettre les ministères dans la réflexion, c'est que les ministères vont regarder les listes en disant bah oui, mais il manque l'entreprise Tartampion. Or, je sais que l'entreprise Tartampion, elle est absolument importante pour telle et telle raison et que donc elle doit être listée. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce double contrôle et qu'on l'a réintégré dans le cadre de la transposition en France. Et aussi très important, si on peut travailler avec des certifications, soit ISO, soit SOC 2 type 2, ou si c'est trop cher pour un sous-traitant, au moins qu'il y ait un label de maturité. Dans l'aviation, on a Boost Aerospace, ce qui permet de s'accorder. On ne peut pas travailler avec un sous-traitant qui est en dessous du niveau bronze, par exemple. Voilà, et c'est un niveau beaucoup plus accessible que ce que demande la NIS 2 ou l'ISO. Donc c'est un premier langage commun avec sa chaîne de sous-traitance. Merci à vous tous ici et surtout à vous tous là d'être restés jusqu'au dernier moment. Et puis à très bientôt et encore merci.